Contrairement à une légende bien répandue, les sentiments sont parfaitement rationnels. Comment se forment nos sentiments? Eh bien, une fois de plus, la survie est un bon repère pour comprendre. Classons nos sentiments sur une échelle qui va de la disharmonie jusqu'à l'opposé, le sentiment d'harmonie totale. Sur cette carte, qui va de la survie pas du tout assurée à la survie pleinement assurée, nous pouvons voir que tout le panel des sentiments se place naturellement suivant le pourcentage de survie. La haine, la terreur, représentent les moments où notre survie est la moins assurée. L'amour est à l'opposé le moment où absolument rien ne semble pouvoir nous atteindre. Ainsi, lorsque vous êtes face à une personne violente, il faut évidemment se protéger de sa violence, mais en même temps, il faut comprendre que sa violence n'est que le reflet de son sentiment de survie non assuré. Alors, qu'est-ce qui menace la survie d'une personne violente? Chaque cas peut avoir une raison bien spécifique. Par exemple, lorsqu'un parent dispute son enfant, c'est généralement parce que ce dernier a franchi des limites qu'il ne fallait pas franchir. Parce que ces limites étaient utiles à l'enfant pour assurer sa survie. Et surtout, parce que le parent a eu peur qu'en franchissant ces limites, l'enfant allait menacer sa propre survie. Exemple concret, un petit enfant ne veut pas tenir la main de sa maman alors qu'ils sont dans une foule. Le petit enfant n'est pas content car il veut se sentir libre d'aller à droite, à gauche, sa survie ne lui semble pas assurée lorsqu'il est enchaîné en tenant la main de sa maman. Sa maman ne veut pas lâcher la main de son enfant car s'il se perd dans une foule et disparaît, la maman aura l'impression de mourir. La survie de la maman est menacée par la perte potentielle de son enfant. Violence du côté de l'enfant, violence du côté de la maman. Le mieux dans cette situation est d'expliquer à l'enfant pourquoi dans ces moments-là, il est dangereux de lâcher la main de sa maman, mais ça, c'est une autre histoire. La violence est généralement l'expression d'une frustration. Lorsque la violence est entre adultes, la mécanique est la même. Situation où ma survie n'est pas assurée, plus frustration de ne pas pouvoir changer la situation de manière pacifique, en utilisant des mots pour expliquer, égale violence physique ou verbale. Lorsque vous êtes face à la violence du terrorisme, bien souvent se créent des traumatismes car vous êtes tranquillement dans un environnement familier, paisible, et d'un coup une explosion détruit tout, transforme le lieu en cauchemar avec des morts partout. Loin d'excuser ce genre d'acte, il est obligatoire pour comprendre le monde de comprendre que cette violence naît également de frustration, naît également d'un sentiment de survie non assuré. Lorsque par exemple des Palestiniens tuent des gens hors de Palestine, il faut, pour comprendre leurs gestes, comprendre les valeurs dominantes qu'ils ont dans leur cerveau. Dans leur pays, ils sont soumis à des contraintes, ils n'ont pas la possibilité d'agir comme des citoyens libres et ils se font tuer. Lorsqu'ils demandent l'aide d'autres pays, cette aide ne leur apporte pas la liberté qu'ils demandent. Et comme une cocotte minute, la pression de la frustration monte. Et faute de pouvoir exister, ils utilisent la violence pour se faire entendre et établir un rapport de force. Alors pourquoi faire exploser des bombes dans des lieux paisibles et tuer des innocents? Parce que ces lieux paisibles remplis d'innocents sont généralement des pays qui soutiennent leurs oppresseurs. Et de manière générale, lorsqu'un groupe de personnes veut que son point de vue soit écouté ou soit hégémonique, mais qu'il n'y arrive pas, leur grande frustration s'exprime par le sentiment de violence. Il est important pour l'avenir de l'humanité que chacun comprenne le mécanisme de la violence et ne se contente pas de se faire manipuler par ses émotions. Que l'on soit la personne violente ou que l'on soit la personne qui subit cette violence. Revenons à la carte des sentiments. Notons que le rire est placé du côté survie non assurée. Pourquoi ? Contrairement aux approches un peu vieilles de la psychologie qui n'ont pas essayé de comprendre, le survisme vous permet de décrypter la mécanique du rire. Le rire est une réaction nerveuse. Soit, mais pourquoi une information déclenche-t-elle cette réaction nerveuse ? Nous l'avons vu précédemment, toute information nouvelle captée par le cerveau prend une étiquette survie assurée ou survie menacée. Mais parfois, le cerveau hésite et c'est cette hésitation qui déclenche la réaction nerveuse. Explication. Dans un premier temps, l'information nouvelle est identifiée comme faisant peur. Elle représente un danger pour notre survie. Mais une fraction de seconde après, ce danger est relativisé. Et c'est lorsqu'on obtient l'équilibre parfait entre menace
et finalement pas de menace que le rire se déclenche. Exemple, vous observez quelqu'un qui pose le pied sur le manche d'un râteau. Le rire ne se déclenche pas assez de danger. Cette même personne marche sur les dents du râteau, ce qui lève le manche et ce dernier vient taper dans la figure de la personne. Il y a le danger, la personne est surprise, elle peut se faire mal, mais ce danger est relatif car ce n'est pas nous qui sommes dans la situation de danger. Le rire se déclenche. Par contre, si le choc avec le râteau est trop violent et que la personne est gravement touchée, le rire ne se déclenche pas car le danger est trop important. Certaines personnes ne riront pas dans cet exemple. Pourquoi ? Simplement parce que tout le monde ne place pas ses peurs au même endroit. Si un gag est usé, il n'y a pas assez de danger créé par la surprise. Autre exemple, si un juif raconte une histoire juive, l'histoire peut être drôle. Si cette même histoire juive est racontée par un nazi, la part de menace augmente et généralement empêche le rire. Encore un exemple de la mécanique du rire. Pourquoi un jeu de mots peut faire rire ? Des mots ne représentent pas un danger. En temps normal, des mots servent à exprimer des idées précises. Mais le jeu de mots fait apparaître une nouvelle dimension à la phrase, une sorte de double sens. Ce double sens peut représenter un danger car on veut dire quelque chose de précis, mais les mêmes mots veulent dire une autre chose en même temps. Évidemment, cette menace est relative car finalement, il n'y a pas de grand danger. Équilibre entre menace et finalement pas de menace. Déclenchement du rire. Précision. Contrairement à ce que Bergson a pu écrire, le rire ne porte pas uniquement sur ce qui est en rapport avec l'humain. Un lapin n'est pas humain, un nuage n'est pas humain. Pourtant, un nuage qui ressemble à un lapin pourra faire rire un enfant. Pourquoi ? Parce qu'un lapin énorme n'a rien à faire dans le ciel. Menace. Mais ce lapin n'est pas réel, il est en nuage, donc finalement la menace n'est pas réelle. Déclenchement du rire. Précisons que connaître la mécanique du rire n'empêche absolument pas de rire, car l'analyse du cerveau est très rapide, et même un niveau de conscience élevé ne peut pas contrer la rapidité de l'analyse. À quoi peut servir de connaître la mécanique du rire ? Connaître la mécanique du rire peut aider à déceler les peurs d'une personne. Cette personne ne vous dira pas forcément consciemment où se situent ses peurs. Mais lorsqu'il faut soigner un individu, détecter où sont les peurs du patient peut s'avérer très utile. Et même sans qu'il y ait un rapport de patient à soignant, se connaître soi-même est tout à fait bénéfique. Pourquoi certaines personnes opposent raisonnement et sentiment ? Parce qu'on n'arrive pas à se raisonner lorsqu'on éprouve de l'amour ? Parce qu'on a l'impression que les sentiments peuvent aller dans un sens et le raisonnement dans un autre ? Parce qu'ils se mélangent à des pulsions irrépréhensibles ? Pourtant, lorsque l'on aime quelqu'un, il y a eu une analyse de notre cerveau. Il y a eu une identification de la personne, cette personne a certaines caractéristiques bien à elle. Si on fait un échange avec le voisin, les sentiments ne sont pas les mêmes. Nous l'avons vu précédemment, la survie est l'axe pour décrypter les sentiments, mais une partie peut être liée à notre chimie corporelle. Les phéromones et certaines hormones agissent sur nos désirs, agissent sur la sensibilité de nos capteurs. Et nos désirs sont liés à certains de nos sentiments. Mais les désirs commandés par des hormones et autres substances ne sont pas un raisonnement. La psychiatrie et la biochimie s'occupent de la chimie, de la machine humaine. La psychologie, elle, s'occupe du traitement de l'information par le cerveau. On peut faire un parallèle entre un ordinateur et les programmes que l'on met dedans. Ce n'est pas pareil, même si les deux sont dépendants l'un de l'autre. Exposer les mécaniques psychologiques permet leur compréhension, génère l'harmonie réelle et construit un monde plus serein.